Allez, bienvenue sur ce live où on va parler de la micro-entreprise. Donc aujourd'hui, on va prendre 1 heure pour discuter ensemble de la micro-entreprise, pas tant au niveau du statut, même si on va un peu l'aborder, mais plutôt de la réalité au quotidien, de ce que ça signifie en fait être en micro-entreprise. Pour certaines, c'est une réalité que vous connaissez déjà un petit peu, pour d'autres moins probablement. Et puis surtout, vous avez une vision du travail qui est, on va dire, formatée par le fait que vous êtes fonctionnaire ou vous avez été salarié. Et donc, il y a des différences. Alors moi, je suis à mon compte depuis 2018. Du coup, ça me donne quand même un petit peu de recul sur tout ça. Et je vais essayer de vous partager moi ce que je peux en dire sur le sujet, comment je le vis. Et puis on va essayer aussi un peu de dépasser certains préjugés qu'on peut se faire quand on n'a jamais été en micro ou quand on lit les posts de certains micro-entrepreneurs sur le sujet. Donc, ça c'est ce que je viens de vous dire. Donc, on va surtout voir si vous êtes prêt à franchir le cap ou s'il y a encore un petit chemin à parcourir avant de vous mettre à votre compte. On va décomposer le travail de réflexion aujourd'hui sur ces 4 étapes-là. On va essayer de voir ce que c'est vraiment la micro-entreprise. Au quotidien, qu'est-ce qu'on vit en tant qu'indépendant. On va essayer de décrypter un petit peu les signaux qui montrent que vous êtes prête à vous lancer ou pas encore en tout cas. Et puis un petit conseil pour vous aider à passer le cap. Du coup, dites-moi rapidement dans le chat il y a une petite coquille, je suis désolée, c'est où en es-tu bien sûr avec ta micro-entreprise aujourd'hui. Donc vous pouvez répondre dans le chat avec les numéros indiqués des réponses. Voilà, est-ce que aujourd'hui vous pensez pas vraiment sérieusement à vous mettre à votre compte ou est-ce que vous êtes retenu par une certaine peur de vous tromper de chemin? Vous êtes décidé mais vous avez encore des blocages ou alors vous êtes prête ou peut-être même que vous êtes déjà à votre compte. Donc vous n'avez qu'à mettre 4 pour si c'est le cas. Histoire que je me fasse une petite idée de où vous en êtes. Des petits blocages pour Véronique et Dorothée. Élodie, juste le besoin de passer à l'action. Ok. Et Amandine, encore quelques petits blocages aussi. Ok, c'est bien, vous êtes à peu près tout alignés, du coup ça devrait faire écho avec ce qu'on va dire par la suite. Donc je vais tout de suite passer du coup au constat pour le point 2, puisque vous n'êtes pas concerné par le reste. Donc en gros, je suppose que vous en êtes encore à vous dire, est-ce que je vais réussir à en vivre ? Est-ce que je vais trouver des clients ? Comment je vais faire pour gagner ma vie ? Souvent, c'est le blocage principal, en fait. Mais ça peut aussi être la peur de perdre sa sécurité. On peut avoir effectivement une vision du fonctionnariat qui est assez sécure et se dire qu'une fois qu'on est à son compte, finalement, ça va être beaucoup moins le cas. Donc je ne sais pas si c'est le cas pour vous, si c'est des blocages d'une autre nature, vous pouvez me les partager aussi dans le chat. Parce qu'en fait, souvent quand on démarre cette réflexion, est-ce que je me lance en micro, on se dit je vais être tout seul. Alors qu'avant, on pouvait, alors pas forcément travailler en équipe quand on est prof, mais on va souvent être quand même entouré par les élèves, par les familles. On a quand même des relations hiérarchiques aussi avec l'inspection. Et là, d'un coup, on se dit, je ne vais plus avoir ni collègues, ni public en direct, plus de groupe à gérer, donc je vais être tout seul dans mon coin. On peut aussi avoir comme fausse idée, parce qu'elle est vraiment véhiculée de partout, je vais être 100% libre en fait, j'aurai de compte à rendre à personne, je serai libérée de toute contrainte. Et on peut aussi parfois se dire c'est pas pour moi, dans ma famille il n'y a pas d'entrepreneur, j'ai jamais eu une entreprise, je suis pas en fait une vraie entrepreneuse et du coup on a cette espèce de blocage psychologique. En fait, la micro-entreprise, c'est aucune de ces 3 choses-là.
Il faut vraiment le voir comme une sorte de statut simplifié, parce que c'est très très simplifié par rapport à n'importe quel statut de société, comme une SARL, que ce soit au point de vue administratif, financier. Et donc c'est un statut qui est très simple pour pouvoir tester une idée, pour lancer un premier projet, pour essayer quelque chose d'autre qu'on peut faire aussi en cumul avec un statut de prof quand on a les autorisations nécessaires. C'est un statut qui est simple avec quelques règles, mais ces règles du coup sont peu nombreuses et elles sont assez simples à mettre en œuvre aussi. Par contre, on a une certaine responsabilité, donc c'est ce qu'on va voir, que finalement il y a quand même un cadre dans lequel on est libre, mais ce cadre existe et il faut en tenir compte. Donc si on balaye un petit peu le statut, comme ça on élimine tous les blocages qui pourraient être liés à ça. En fait, c'est ce qu'on appelle aussi une entreprise individuelle simplifiée. En fait, vous incarnez votre entreprise, c'est-à-dire qu'elle est en votre nom propre. Souvent, les gens disent « qu'est-ce que je déclare comme nom d'entreprise ?» En fait, vous n'avez pas le choix, vous êtes en EI, donc entreprise individuelle, et votre prénom est votre nom, déclaré à l'administration. Ça, c'est le nom de votre entreprise. Après, vous pouvez créer un nom de marque. Et ce nom de marque, vous pouvez le déposer à l'INPI pour le protéger si vous le souhaitez, ou pas. Ce n'est pas une obligation pour le coup. Mais ça ne sera jamais le nom officiel de votre entreprise. Sur vos factures, vous devrez toujours faire figurer EI Manon Fayard, par exemple. Bien qu'en dessous, je puisse mettre Anne Moff, peu importe. Après, au niveau du régime fiscal, vous pouvez soit demander un versement libératoire, donc en gros, vous allez payer par avance vos impôts, soit payer directement au moment, comme là, en ce moment, vous faites vos déclarations, payer un impôt sur vos revenus. Et donc, il y a une case spécifique pour déclarer vos revenus. Donc, si vous avez une activité qui relève du BNC, il y a une case pour le BNC, donc c'est les bénéfices non commerciaux. Sinon, il y a une case pour tout ce qui va être BIC. Voilà, donc il y a différents statuts fiscaux qui peuvent être associés à la micro-entreprise et qui sont en fait liés à la nature de votre activité. Si vous êtes en prestation de services, vente de produits, etc. Et donc là, dans votre déclaration d'impôt sur le revenu, vous allez déclarer dans la bonne case le chiffre d'affaires que vous avez déclaré à l'URSSAF. Il y a des cotisations sociales à payer. Donc en fait, chaque mois, vous vous connectez sur votre espace URSSAF, vous déclarez le chiffre d'affaires que vous avez fait et automatiquement, l'outil vous calcule la part de cotisation qui est prélevée. Et donc, vous savez combien vous avez vraiment encaissé finalement, parce que donc vous avez le chiffre d'affaires, c'est 100% de ce que vous avez perçu, et ensuite vos revenus, c'est ça avec les impôts, les cotisations qui sont enlevées. Et il y a une chose importante que je vous ai mise sur la slide, c'est que si vous avez gagné 0 €, vous devez quand même le déclarer. Il y a une petite chose qui est par contre spécifique quand on se lance. Les 3 premiers mois, en fait, où vous avez créé votre entreprise, vous n'êtes pas obligé de faire une déclaration de revenus sur l'URSSAF, sur le site, mais par contre, pour le 4e mois, vous devrez déclarer tout ce que vous avez gagné sur les 3 premiers mois. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez déclarer dès le 1er mois. Comme ça, il n'y a pas non plus... Enfin, si d'un coup, dès le départ, vous faites du chiffre d'affaires, ça reste, je trouve, plus confortable d'avoir à payer ces cotisations mois par mois, plutôt que de devoir payer les 3 mois, les 3 premiers mois d'un coup, quoi. Surtout, si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre en utilisant le chat. Après, il y a quelques obligations. Donc, tant que vous ne gagnez pas 10 000 € sur 2 années consécutives, vous pouvez encaisser vos gains sur votre compte perso. Vous n'êtes pas obligé de créer un compte. Mais dès lors que vous dépassez ce seuil, donc il faut gagner 10 000 € pendant une année, puis encore 10 000 € pendant la 2e année, là vous allez devoir ouvrir un compte bancaire dédié dans une banque, c'est obligatoire. Mais attention, je n'ai pas parlé d'un compte bancaire professionnel. Vous n'avez aucune obligation à ouvrir un compte professionnel. Alors, par contre, il y a des banques qui vont vous y contraindre. La différence entre un compte pro et un compte perso, c'est les frais de gestion du compte, les frais même de chéquier, carte bancaire, etc., qui sont plus élevés
sur un compte professionnel. Donc si vous avez un banquier qui vous met la pression, vous pouvez le mettre en concurrence et aller auprès d'autres banques qui, elles, ne vont pas vous y contraindre. Une autre obligation, c'est d'émettre des factures. Et alors là, ça va devenir en plus très différent dans les mois qui arrivent. Jusque-là, il fallait éditer une facture conforme. Donc, il y a un certain nombre de mentions que vous devez faire figurer sur chacune de vos factures, notamment votre SIRET, le fait que vous mettiez le sigle EI devant votre prénom et votre nom, etc. Donc, il y a des petites contraintes comme ça réglementaires. Mais au-delà de ça, on va progressivement tous basculer sur la facture dématérialisée, donc numérisée. Donc en gros, à partir de septembre, toute entreprise doit être capable de recevoir des factures numérisées. Et je crois que c'est 1 an plus tard que toutes les entreprises devront pouvoir émettre des factures dématérialisées. En septembre, il y a aussi toutes les entreprises qui collectent en fait la TVA, qui doivent aussi basculer sur l'émission de factures numérisées. Donc en gros, voilà, il y a une petite actualité à suivre sur 2026-2027 à ce sujet. C'est important. Bien sûr, une des obligations, c'est de déclarer le chiffre d'affaires. Vous avez un délai d'1 mois pour le faire et l'URSSAF vous prélève la cotisation en fin de mois. Donc, par exemple, au mois de mai, on déclare les revenus du mois précédent, donc avril. Vous pouvez, dès le 1er mai, renseigner ce que vous avez gagné et c'est fin mai que vous serez prélevé par l'URSSAF pour les cotisations du mois d'avril, ou alors vous attendez le dernier moment, ou vous le faites à un autre moment du mois, mais en tout cas, vous devez le faire dans le délai qui est imparti, parce que sinon vous risquez des rattrapages en fait, donc vous allez payer plus. Et puis après, il y a des seuils à connaître. Donc ça, c'est des chiffres qui changent quand même régulièrement, pas tous les ans, mais souvent. Et donc il faut se tenir aussi informé de cette actu. En gros, vous avez un certain seuil de chiffre d'affaires qui vous autorise à rester sous le statut de micro-entrepreneur. Et ce seuil, si vous le dépassez, alors je crois que c'est 2 années consécutives aussi, vous ne pouvez plus être en micro, vous devez basculer sur un régime société. SARL, SAS, ça après ça dépend. Vous pouvez choisir en fait. Et donc ça veut dire prendre un expert comptable, faire des comptes certifiés, etc. Mais tant que vous êtes en dessous de ce seuil-là, vous restez en micro-entreprise. Et il y a un seuil qui évidemment est beaucoup plus bas, qui vous fait basculer en régime TVA, où à partir de là, en fait, vous devez la collecter. Donc sur vos factures, vous allez devoir mettre du hors-taxe, toute taxe comprise, bien apparent, et vous allez devoir déclarer cette TVA à l'État. Donc nous, dans Pragma, on a en fait un document qui fait partie des documents de la formation que je mets régulièrement à jour. Là, je viens de le faire, je l'ai fait il y a quelques semaines. Dès qu'il y a quelque chose qui change dans ce sujet-là, je vous le mets, les changements de seuil, etc., des nouvelles réglementations, ce qui fait que vous avez des données qui sont fiables et à jour et que vous pouvez vous y reporter à tout moment pour vérifier que vous êtes bien au courant de tout ça. S'il y a des questions sur le statut, si vous pensez qu'il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à me le dire. Alors, si on s'intéresse maintenant au sujet qui finalement, moi, m'interpelle le plus, et je pense que c'est finalement plus important que de savoir ce qu'il y a à faire concrètement de manière légale quand on a une micro-entreprise, c'est qu'est-ce qui nous attend en fait au niveau de ce quotidien-là, quelle est la réalité de la vie d'un travailleur indépendant. Donc pour moi, j'ai dégagé en fait 3 dimensions qui, d'après moi, réunissent à peu près tous les freins qu'on peut avoir et tous les préjugés qui circulent sur le sujet. Donc il y a déjà la dimension liberté. Donc souvent on se dit oui, je vais pouvoir faire ce que je veux quand je veux, je vais pouvoir enfin aller récupérer mes enfants à l'école, je vais pouvoir travailler de 21h à minuit et pas le reste de la journée parce que c'est ce qui me convient le mieux, etc. On a cette intuition-là. En réalité, c'est vrai qu'il y a de la liberté
à la fois au niveau des horaires, de l'organisation du temps, des vacances et tout, mais aussi dans le choix des projets. On peut très bien refuser un client. Mais par contre, on doit porter toutes nos décisions. C'est-à-dire que si on décide de travailler seulement 3 heures par jour, derrière, il n'y a que nous-mêmes qui devons assumer le chiffre d'affaires qui correspond. Parce que on a travaillé que 3 heures, peut-être que du coup, on gagne moins que quelqu'un qui s'est fait une journée de 6, 8 heures, etc. Donc, il faut se dire que chaque décision que vous allez prendre en termes d'organisation ou de choix de projet, ça a un impact sur ce que vous gagnez déjà. Mais ça peut aussi avoir un impact sur vos relations de travail. Si vous travaillez que la nuit, peut-être que vous allez avoir du mal à trouver des clients qui accepteront une relation à long terme avec un indépendant qui ne pourront jamais joindre parce qu'eux, ils travaillent sur des horaires de bureau. C'est des salariés. Après, il y a la dimension sécurité. Donc, c'est vrai que l'indépendance, on le perçoit comme quelque chose d'extrêmement risqué, d'instable. Et c'est vrai, on a une instabilité dans les revenus. Il y a des mois qui vont être plus fructueux que d'autres. C'est une réalité. Il y a par contre des stratégies à mettre en place au niveau commercial notamment pour stabiliser un peu tout ça. Donc moi, souvent, je vous parle de travailler par abonnement. Alors, ce n'est pas toujours possible, il y a des prestations qu'on peut faire qu'en one-shot, mais mine de rien, c'est quand même vrai qu'on peut fidéliser par abonnement dans la plupart des prestations. Alors, ça peut être en content management ou en rédaction web ou en SEO. Comme c'est un travail qu'il faut mettre en place sur du long terme, on va le justifier de cette manière-là. Donc, tous les mois, je produis X contenu. Je fais une veille sur les données de trafic et les positions. Et puis, une fois par trimestre, je fais un compte-rendu, un rapport. Ça se justifie et donc on abonne. Ce qui fait que quand on tient un petit peu une vue de son budget, on se dit, je vais encore gagner grâce à ce client X euros pendant 4 mois, par exemple, ou 12 mois. Voilà. Donc ça, c'est une stratégie commerciale qu'il faut mettre en place. Après, sur des produits qui coûtent cher, comme par exemple si on vend un site web avec toute son identité graphique, ses contenus, voilà, on fait un projet complet, on va faire des facilités de paiement. Donc on peut découper le paiement en plusieurs mensualités. Ça va être confortable pour le client. C'est aligné avec la réalité aussi, parce qu'on va demander un acompte, ce qui se justifie parfaitement. On ne va pas commencer à travailler sans avoir été un peu payé. On peut faire des paiements intermédiaires parce qu'on va faire un premier rendu qui va comporter par exemple la coquille du site ou les premiers éléments visuels, les premières fonctionnalités. Et puis ensuite on va faire un solde au moment de la mise en ligne, une fois que le client a vérifié que tout fonctionnait bien pour lui. Donc voilà, donc ça c'est certes pas un abonnement, mais c'est un paiement récurrent que vous pouvez mettre en place et qui va vous aider à vous dire déjà j'ai consolidé X euros de chiffre d'affaires pour les 2-3 mois à venir. Et après, il y a le côté solitude. Et ça, c'était un des tout premiers contenus que j'avais fait pour les profs, en fait. À l'époque, c'était sur Notion et puis je l'ai réintégré dans ma newsletter. Donc, les personnes qui s'inscrivent à ma newsletter, dans les premiers mails, je leur parle de ça parce que c'est un vrai sujet. Et alors, il y a le côté je travaille tout seul, mais il y a aussi le côté je suis un peu tout seul contre tout le monde, quoi. En fait, si on peut tout à fait se retrouver dans cette situation, c'est vrai, mais si on met en place des connexions avec un maximum de personnes de manière pertinente, on sort en fait de cette solitude. Et, pardon, j'ai appuyé sans faire exprès. Donc déjà, il y a les réseaux sociaux. On va aller se connecter avec peut-être notre entourage, proche ou lointain, peut-être c'est des connaissances de nos années d'étudiantes, etc. Des gens qui, par leur parcours de vie, se sont retrouvés eux aussi dans le digital ou dans notre domaine de compétences, ou en tout cas qui utilisent de manière professionnelle les réseaux sociaux.
Ça nous fait un premier socle. Et il ne s'agit pas juste de mettre un petit like de temps en temps et d'espérer qu'on en reçoive un. C'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de se reconnecter sincèrement avec ces gens-là, de s'écrire des messages privés, de se raconter les bouts de vie qui manquent depuis la fois où on s'est vu, et puis d'engager une nouvelle relation au présent. Il y a aussi la possibilité de repérer des gens qui sont des parfaits inconnus, mais qui ont des valeurs communes, un projet complémentaire au nôtre. Si vous êtes dans la rédaction web, par exemple, découvrez des gens qui créent des sites web, des graphistes. Allez vous faire un réseau de pairs avec qui vous allez pouvoir faire des projets communs, vous allez pouvoir vous passer des clients, mais aussi vous allez pouvoir vous partager des bons plans dans votre domaine, des actualités. Donc voilà, ça c'est le réseau en ligne. Ensuite, il y a, mais ça c'est ce qui met le plus de temps à être construit, c'est votre communauté de clients. Mine de rien, avoir autour de soi des projets clients, enfin mener des projets clients, c'est engager avec des vraies personnes. Et au quotidien, vous allez être connecté avec eux. Vous allez les appeler, vous allez avoir des réunions, des échanges de mails. Moi, je vois sur un de mes projets, on a un serveur Discord. Donc, vous allez pouvoir être connecté et avoir des interactions humaines, même si elles ne sont pas physiques et qu'elles sont numérisées, mais qui sont vraies. Et puis après, beaucoup d'indépendants vont s'ancrer dans leur territoire. Ils vont aller faire des petits déjeuners d'entreprise, aller dans des coworking. Et en fait, par exemple, Gaëlle, qui est une des premières élèves de la formation, elle est sur Lille et elle est dans plein de réseaux. Des femmes entrepreneurs, des entrepreneurs de son coin, etc. Et en fait, elle fait énormément de rencontres, elle prend le train, elle va les rencontrer, elle travaille avec et tout. Et ça lui donne une énergie qu'effectivement les relations à distance ne créent pas. Donc voilà, ne voyez pas cette solitude comme une fatalité, voyez-la vraiment comme une occasion de renouveler vos relations, vos modes relationnels. Et effectivement, ça demande un investissement, comme dans toute relation, de rappeler un peu les gens, d'entretenir ce lien. Après, je ne sais pas vous, mais moi, les premières années, la solitude ne m'a pas du tout pesé. Au contraire, j'étais contente de ne plus avoir 10 000 sursollicitations là, dans la journée, devoir répondre 20 000 fois aux mêmes questions. Voilà, il y avait un côté, je suis chez moi, je suis dans mon petit cocon qui m'a fait du bien et qui en fait a beaucoup réparé. Et des fois, c'est une phase de transition qui est intéressante et bénéfique. Et c'est après, quand on a retrouvé un petit peu la paix intérieure, on va dire, qu'aller vers l'autre devient plus simple, évident, on en a plus le plaisir et l'envie. Donc vous l'avez un petit peu compris, être indépendant, c'est pas non plus une liberté franche et totale. On dépend de plein de choses. Donc on dépend de nos clients, on doit délivrer nos services avec un max de qualité parce qu'ils peuvent partir. Donc on est quand même obligé d'entretenir ce lien-là et de rendre des comptes, de faire le travail pour lequel on est payé et de le faire bien. Donc on a des contraintes liées à nos engagements sur les devis qui ont été signés. Après, on est contraint par d'autres choses, comme tous les algorithmes de visibilité. On essaie de se faire connaître, on travaille le digital, forcément un changement d'algorithme sur Google ou sur Insta, etc., ça va impacter notre travail. Donc on a une obligation de se tenir informé de l'évolution, de vérifier le niveau de notre visibilité et de l'améliorer sans avoir 100% la main là-dessus. Un jour, il faut faire absolument des vidéos sur LinkedIn. Le lendemain, c'est tombé en désuétude. Donc, finalement, on se retrouve, on s'est formé à faire de la vidéo, on en a fait. Puis après, 3 mois plus tard, ça ne sert plus à rien. Donc, voilà, ça fait partie des manques de liberté, d'une certaine manière, qu'on peut avoir. Et il y a d'ailleurs des gens, des indépendants qui sont assez connus, qui se sont lancés sur les réseaux, on va dire, à l'époque où il y avait beaucoup moins de monde et aujourd'hui ils en sont partis parce qu'ils en ont marre de dépendre de tout ça, quoi.
Donc ils gardent des canaux d'acquisition et de communication comme les newsletters, mais ils ont plus le contrôle sur tout ça que quand ils sont sur les réseaux ou qui travaillent le SEO. Après, on a des contraintes liées à notre propre discipline. Donc, on pourrait très bien se dire, tous les matins, je me lève à 11h42, je me mets au travail, il est 15h44 bon, je travaille une demi-heure. On peut, on est libre de le faire. Mais est-ce qu'on va réussir à offrir un niveau d'exigence, de réactivité, etc., de choses qui sont attendues par nos clients face à nos concurrents? C'est pas très sûr. Et puis, on a une obligation d'auto-formation. On doit se tenir au courant de comment évolue notre discipline, des nouvelles règles du jeu, des nouveaux savoirs. Alors ça, quand on est prof, on a beaucoup cette curiosité et de maintien de connaissances et de compétences. Mais c'est très très vrai quand on est à son compte que ça repose sur nous en fait. Il faut le faire. Et puis, on a des contraintes de santé. Donc, avant, on était, bon, même si ça a changé, mais quand on est prof, on se fait arrêter. Alors maintenant, il y a une carence de 3 jours, je crois. Mais on peut être payé pendant son congé maladie. Quand on est en micro aussi, on a droit à un congé maladie, mais qui est beaucoup moins pratique et confortable que ça. Et puis surtout, si on est en arrêt maladie, a priori, on ne travaille pas. Et si on ne travaille pas, a priori, on ne peut pas facturer. Donc on a tendance à se travailler même quand on est malade. Même si c'est quelques heures, on essaie. Et en fait, on met en jeu quand même notre santé. Alors le volume santé, enfin le thème il est géant, on pourrait faire tout un live là-dessus et même plusieurs. Mais souvent quand on travaille en tant qu'indépendant, on travaille de chez soi, et quand on travaille de chez soi, on est très sédentaire. Donc il y a une discipline santé à mettre en place qui est hyper importante. Et donc des plannings où on dit tous les jours je vais marcher, je fais du sport, etc. C'est important. Et il faut réussir à le faire dans la durée. Et c'est difficile, sauf si on a une âme sportive, si c'est dans nos habitudes, mais c'est pas forcément évident. Donc voilà, il ne faut pas voir l'indépendance comme quelque chose qui serait sans contrainte, mais par contre, on peut les choisir, nos contraintes, parce qu'on peut choisir nos clients, on peut choisir les plateformes sur lesquelles on communique, on peut choisir notre activité, notre discipline, et on peut choisir de donner à notre santé la place qu'elle mérite. Ce qui n'est pas vrai quand on travaille pour quelqu'un. Quand on est salarié ou prof, on n'a pas cette liberté-là. Du coup, à quoi ça ressemble une semaine type? Alors, je ne vous ai pas fait des horaires, etc. Mais je vous ai mis des listes de choses qu'on est amené à faire quand on est à son compte. Déjà, forcément, on occupe beaucoup de notre temps à trouver des clients. Que ce soit de la prospection active, aller téléphoner, démarcher en direct, que mettre en place des outils numériques qui vont nous aider à attirer progressivement un trafic qualifié. Donc par exemple, travailler le référencement naturel de son site. Ça va être préparer des posts pour les réseaux sociaux, sa newsletter, etc. Après, heureusement, on a quand même une grosse partie de notre temps qui est là consacrée à notre métier. On est en train de délivrer une prestation. On a une partie administrative. Alors, elle n'est pas énorme, sauf si vous avez une accumulation de missions clients, parce que par exemple, vous facturez pas cher, mais vous avez un produit qui se vend bien et qui est vendu de manière démultipliée. Mais sinon, il y a une partie de notre semaine où, en effet, on va être occupé soit à faire la déclaration de notre chiffre d'affaires sur le site de l'URSSAF, soit faire un devis, soit faire une facture, soit compléter son petit fichier de suivi de comptabilité. Ça représente quand même pas un temps monstrueux, mais c'est bien d'y consacrer un créneau chaque semaine pour faire le point. Ce qui prend le plus de temps, c'est faire les devis. Parce que surtout au début, on se dit, est-ce que c'est trop cher? Est-ce que c'est assez clair? Voilà, donc ça, c'est ce qui prend le plus de temps. La facture, c'est juste la traduction du devis pour être payé. Donc ça, c'est rien.
Après, dans sa semaine, il y a ce fameux temps d'auto-formation, comme par exemple le live auquel j'ai participé tout à l'heure. Et en fait, il faut en faire. Bien sûr, vous ne pouvez pas passer votre temps à aller consommer le contenu des autres, mais vous devez quand même le faire. Donc c'est se former, trouver les bonnes sources, les sources fiables. Par exemple, en SEO, vous pouvez vous inscrire à 2 milliards de newsletters, mais il y en a très peu qui sont vraiment qualitatives et qui valent le coup. Donc au début, vous allez suivre des newsletters sans intérêt, vous désabonner, en trouver une autre, et puis jusqu'à ce que vous trouviez une source fiable, quoi. Et puis du temps pour cultiver son réseau. Et ça, franchement, c'est ce qu'il faut faire, je pense, à fond, les premiers temps déjà, parce que c'est de ça que vous allez tirer vos premiers clients et enfin compléter votre planning avec des vraies prestations. Et ça prend beaucoup de temps. Mais il ne faut pas le délaisser quand vous commencez à avoir des clients. Moi, j'ai beaucoup de mal à être régulière. C'est vrai que j'ai une sorte d'allergie aux réseaux sociaux, allergie chronique. Donc des fois, ça va. Je prends du plaisir, puis d'un coup, pouf, plus du tout envie. Donc pourtant, c'est important parce que ça entretient la relation et c'est ce qui amène des clients pour le futur, quoi. En fait, vous voyez que dans le temps de travail que vous allez consacrer chaque semaine à votre entreprise, vous allez travailler en gros, maximum les 3/4 de votre temps effectif. En général, c'est plutôt la moitié. Et le reste, c'est les autres missions que je vous ai listées. Allez, on va voir si vous êtes prête pour la micro-entreprise ou pas encore. Donc vous avez donc 5 items. Vous allez essayer pour chacune de mettre si c'est oui ou si c'est non, pour voir si vous en avez une majorité ou pas. Donc est-ce que vous considérez aujourd'hui que vous avez une compétence que d'autres sont prêts à payer ? Alors vous êtes pour certaines en cours de formation avec Pragma, mais vous avez probablement déjà suivi des formations sur votre métier de cœur. Donc c'est probablement oui. Est-ce que vous supportez mal de ne pas décider par vous-même dans le contexte professionnel, privé aussi peut-être, mais côté professionnel ? Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'incertitude à court terme ? Donc voilà, de se dire, je ne sais pas à 100% ce que je vais faire le prochain mois, par exemple. Est-ce que vous êtes en capacité de le préparer ou vous l'avez déjà ? Un filet de sécurité temporaire. Le filet de sécurité est financier là, dans ce contexte-là. Est-ce que vous avez un peu d'argent de côté pour pouvoir combler le manque à gagner des prochains mois ? Et est-ce que vous rêvez, vous pensez déjà, vous anticipez ce que vous feriez si vous étiez enfin libre, avec des guillemets, en tout cas libéré de vos contraintes professionnelles actuelles ? Alors Véronique, les 2 et 3. Ok, super. Que des oui sauf l'argent de côté. Mais le mi-temps, c'est un filet de sécurité parfait. Donc c'est très bien. Donc tu coches oui partout, Dorothée, t'es prête. Moi, quand je me suis lancée, j'avais pas de compétences que d'autres étaient prêts à payer. Donc si ça peut vous soulager, j'ai créé ma micro-entreprise. J'avais fait un tout début de formation et je me suis quand même lancée. Par contre, clairement, le fait de pouvoir décider par moi-même, c'était hyper important. J'étais pas à l'aise avec l'incertitude, ça c'est sûr, mais on avait Julien qui avait un salaire à côté, donc voilà, on n'avait pas de prêt à l'époque. Et je pensais déjà ce que je ferais si j'étais libre. En fait, j'étais en arrêt maladie, donc je pensais surtout qu'il fallait que je me bouge, quoi. Donc j'étais pas 100% prête, moi, perso. Je suis étonnée de ta réponse, Véronique, parce que comme tu as déjà ta boutique depuis plusieurs années, pour moi, tu as déjà la compétence, en fait. Tu as une connaissance des produits que tu vends, tu as la connaissance et les compétences d'une gestion de magasin. En plus, tu collabores avec quelqu'un, donc tu as aussi des compétences en travail d'équipe.
Donc à mon avis, c'est même un de tes points forts, tu sais. Oui, bah le filet de sécurité, effectivement, il est aussi d'ordre psychologique, tu as raison. C'est vrai que c'est important aussi de se sentir entouré, de se dire que les gens vont pas nous lâcher, que si on se rate dans cette reconversion, dans ce projet, bah, on va pas nous le reprocher. Ça permet quand même de partir avec un peu de confiance. Allez, on va voir si, au contraire, même si je pense que c'est bon, euh, vous correspondez à ces autres signaux, ces signaux plutôt d'alerte. Bah oui, Véronique, c'est ton job en fait, ta boutique. C'est pas que du fun, bah c'est super que tu prennes du plaisir dans ce métier, tant mieux. Moi aussi, je suis contente de me lever le matin et de faire ce que je fais. Pour autant, c'est une activité professionnelle, donc qui nécessite des compétences et tu les as. Alors, des fois, c'est pas encore le bon moment pour se lancer, ça peut arriver. Déjà, bah, ça peut être quand on se dit, bah, si je suis employée dans une entreprise, quand même, ça va être beaucoup plus simple pour moi. Je vais pas me retrouver euh, à galérer financièrement certains mois. Je vais pas avoir besoin d'aller chercher des projets pour gagner ma vie. Si vous voulez lancer une activité indépendante parce que vous êtes dans la fuite d'autres choses et avec une vision très peu claire de ce que vous voulez faire. En fait, si vous avez aujourd'hui pas encore une idée au moins du contexte de l'activité principale que vous allez faire quand vous serez à votre compte, c'est que c'est pas encore le bon moment. Euh, ou alors vous avez déjà cette idée d'activité, mais vous ne savez pas bien ce que vous allez vendre, à qui, etc. Alors, si vous n'avez que ce point-là dans la liste, par exemple, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas prête. En fait, ça veut au contraire dire que vous êtes prête, mais que maintenant, l'étape, c'est travailler votre offre avant de vous lancer vraiment à votre compte, dans la prospection, etc. C'est une étape préalable. Et si vous êtes dans une situation financière qui est bloquée, que ça vous bloque vraiment parce que bah, vous avez des obligations, des enfants à charge, etc. Et que vous n'avez pas encore trouvé de solution pour bah, combler la perte de salaire que vous pourriez vivre en quittant l'éducation nationale. Ça peut être un gros frein qui est tout à fait légitime. Et du coup, ça suppose de réussir à mener de front les deux, c'est-à-dire comme par exemple Dorothée qui a mi-temps, conserver un mi-temps, le temps de faire grandir l'entreprise et de pouvoir lâcher l'autre branche. Ça me paraît raisonnable comme stratégie. C'est ce qu'a fait aussi Gaëlle, dont je vous parlais tout à l'heure, mais plein d'autres aussi sur le forum. Quand on a la possibilité de conserver un pied dans l'éducation nationale, c'est bien de le faire. Donc ce qu'il faut essayer de vous dire aujourd'hui, oui, mais l'option job alimentaire, elle est dangereuse. Il y a des élèves, par exemple, qui ont demandé une dispo, ont commencé Pragma avec l'idée de devenir content manager. Ils ont travaillé à fond, ils avançaient super bien. Et puis d'un coup, difficulté financière, c'est parti, je me trouve un job alimentaire. Et en fait, d'ailleurs, elles sont deux dans cette situation. Elles ont pris un job alimentaire, elles sont sur un contrat 35 heures, mais dans les faits, elles en font plutôt 40, 42. Elles n'ont plus une seule seconde pour leur projet. Et du coup, bah, il est à l'arrêt. Et en fait, l'idée de quitter l'éducation nationale pour le projet qui les faisait vibrer, ça s'est transformé en j'ai quitté l'éducation nationale et je fais un job alimentaire qui ne me plaît pas, qui me prend toute mon énergie, tout mon temps. Et certes, je gagne un peu plus que le SMIC tous les mois, mais j'ai plus de perspective. Donc il faut faire super attention à ça. Moi, à la limite, je recommande plus de faire de l'intérim et d'aller sur des missions courtes qui sont pas gratifiantes, mais qui sont payées. En plus, comme c'est des CDD, il y a des indemnités en fait que vous touchez à chaque fin de contrat. Donc finalement, c'est pas mal et ça vous permet de garder une certaine prise en main de votre planning et de vous dire non là, j'accepte aucune mission pendant un certain temps ou alors j'accepte des missions que 2 jours par semaine pour donner une chance à votre projet de vivre.
En tout cas, l'idée que vous devez vous poser, la question que vous devez, je pense, vous poser aujourd'hui à vous-même, c'est dans 2 ans, si je n'ai rien tenté ou pas tenté, est-ce que je vais le regretter? Parce que vous savez que vivre avec des regrets, c'est quand même bien pourri. Donc l'idée, c'est, je suis peut-être pas sûre que mon projet soit 100% fiable, mais par contre, je suis sûre que ce que je quitte, j'ai envie de le quitter, déjà. Et finalement, même si c'est un échec au bout du compte, cette piste de reconversion, est-ce que j'aurais pas plus progressé, plus appris de choses sur moi-même et même trouvé une nouvelle idée à développer que si j'étais restée dans mon job de prof où je me sens malheureuse aujourd'hui. Parce que si on est tous là, je pense qu'aujourd'hui, c'est que on étouffe un peu dans nos métiers de prof. Donc c'est pas vraiment une histoire de courage, mais c'est plus une posture vis-à-vis de soi-même d'honnêteté et de se dire bah faut que je prenne un max d'informations et que je tente ma chance parce que sinon je vais le regretter et puis je vais jamais le faire en fait. Ouais, moi je trouve que cette question elle est assez utile dans plein de circonstances. Mais je pense, Elodie, que tu peux, dans un premier temps, conserver ce mi-temps, c'est super que tu l'aies eu, et puis tu verras, la dispo peut intervenir dans un deuxième temps de ta transition. Euh, voilà, c'est quand ton entreprise elle aura commencé à prendre un peu, tu auras tout mis en place, tu auras tes premières missions clientes, bah, tu pourras peut-être te dire, allez, cette fois j'y vais à 100%, mais je garde un pied à l'EN avec une dispo, et puis je me donne encore, allez, en tout 3 ans pour consolider et tester une marque, c'est bien. Moi, c'est pour ça que j'ai créé Pragma. C'est, c'est pour ça qu'il y a cette communauté. Parce que je trouve que c'est important de s'appuyer sur des gens qui sont déjà à leur compte. Euh, Bah déjà, ça donne une idée que effectivement c'est possible d'en vivre, mais ça permet aussi d'échanger avec ces personnes-là. Donc, il ne faut pas hésiter à parler avec tout le monde sur les différents salons pour voir un peu les retours d'expérience. Il y a effectivement des profs qui ont transité, on va dire, par étapes. Il y en a qui sont allés direct, il y en a qui sont en dispo depuis des années, et qui n'arrivent pas finalement à lâcher cette branche, mais qui n'y sont quand même jamais retournés. Donc cette communauté, elle est aussi là pour parler de ça, de ce quotidien. Bien sûr, il y a la formation Pragma, elle est là pour vous donner les meilleures clés, la meilleure préparation pour pouvoir réussir à vivre de votre entreprise. C'est, à mon avis, une bonne assistance pour tester son projet et préparer tout ce qui finalement doit être fait avant. Parce que si on se dit, allez, c'est bon, j'ai un début d'offre, je me lance, on va rater son lancement. Et en plus, pendant qu'on chope éventuellement quelques missions clients, on va devoir aussi préparer ses outils de com, etc. Puis un coup, on parlera de notre entreprise avec tel mot, puis tel autre, et il n'y aura pas de cohérence. Et tout ça, ça ne fait pas un bon lancement, en fait. Donc cette formation, elle est là pour ça. Et toute la partie finale commerciale, elle est là pour vous aider à prendre confiance dans vos tarifs et pas vous retrouver dans des situations compliquées où vous allez vous retrouver à négocier sans arrêt, des clients qui vont chipoter pour le moindre chiffre. Si vous savez pourquoi vous avez fixé vos prix, vous n'allez pas vous laisser faire, quoi. Et puis tous ces lives qu'on peut faire ensemble. Après, il y a les ateliers aussi pratiques qui sont que pour les élèves. Les échanges. Là, par exemple, il y a une promo qui est hyper boostée et qui fait des réunions un mercredi sur 2 sur Discord et où elles travaillent ensemble, même si elles n'en sont pas toutes au même endroit de la formation. Puis elles parlent de tout, elles font connaissance en fait. Tout ça, c'est une dynamique sur laquelle il faut s'appuyer justement pour contrer ce principe de solitude et commencer à vous faire votre premier réseau. Parce que Pragma, c'est ça aussi. Si vous allez regarder les posts, par exemple, des élèves qui viennent d'être certifiés, comme par exemple Audrey qui a lancé Pas à Page, regardez qui c'est qui a liké et commenté les posts. C'est la communauté Pragma. Et même si ce n'est pas encore des clients potentiels pour elle, c'est pas grave. Ça va donner de la visibilité à sa communication, ça va un petit peu jouer le jeu sur les algos et du coup c'est sur ça qu'il faut aussi compter.
Dans l'équipe, bon, je pense qu'à peu près toutes les personnes ici connaissent nos 3 trombines, mais donc il y a moi qui ai fait tout le contenu Pragma, qui met à jour, etc., qui anime la plupart des événements. Il y a Julien qui vous fait vos sites internet, vos identités visuelles et qui intervient comme support technique sur Discord. Et puis il y a Camille Gillet, qui est storyteller et qui a proposé 2 modules dans la formation dans lesquels elle crée avec vous votre récit de marque et votre page à propos pour donner une authenticité et une portée que la rédaction SEO ne donne pas à un site web. Et puis j'ai relevé quelques petits mots qui m'ont fait moi très plaisir. Donc j'ai pris quelques élèves qui viennent d'être certifiés. On a eu une belle vague là, de certification. Donc Audrey dont je parlais juste avant, qui vient de lancer Pas à Page. Elle fait de la création de sites codés sur mesure et du content management. Et donc, elle était partie de zéro. Elle était prof depuis 20 ans, elle n'avait jamais fait de marketing digital. Et elle a trouvé que Pragma, c'était à la fois complet et solide, et puis structuré, pour que progressivement, elle puisse arriver à un niveau de compétence élevé. Et franchement, son site est quand même la preuve... Ça parle par lui-même, la preuve qu'elle a très très bien intégré les compétences qui ont été transmises. Puis bon, elle aime notre communauté, donc ça c'est chouette. Il y a Flora qui elle aussi se lance comme content manager dans sa région, dans le Val d'Oise. Et elle hésitait, elle avait trouvé une autre formation de rédaction web dont je ne parlerai pas, mais que je nommerai pas, mais elle a choisi Pragma. Parce que finalement, elle a compris que dans notre discours, ce qu'on disait, c'est te former en rédaction web, c'est super, mais ça va t'apporter des compétences métiers dans un domaine sans avoir ni une vue globale de l'environnement dans lequel c'est, parce que la rédaction web, elle n'existe pas en elle-même en fait, elle sert des objectifs commerciaux. Et donc du coup elle est complètement liée à la stratégie marketing d'une entreprise, donc ça déjà c'est quelque chose qu'il faut comprendre, et en plus tu vas sortir, tu sauras faire de la rédaction web, mais comment tu vas te vendre, comment tu vas te faire connaître, tout ça c'est la plupart du temps absent en fait, et c'est ce qu'elle a retenu elle de Pragma. Et puis il y a Nathalie qui a créé Idéotexte, donc son site n'est pas encore sorti, mais elle est en train de le préparer. Alors elle va surtout proposer des services de correction à des auteurs et à des étudiants, correction de manuscrits, etc. Et elle va proposer de l'optimisation SEO à certaines entreprises. Et elle aussi, elle voulait faire de la rédaction web, puis elle s'est rendue compte que ça allait finalement mettre de côté ses compétences de correctrice qu'elle a acquises. Donc du coup, elle a apprécié Pragma pour ça. C'était une manière de réunir ces 2 métiers-là, puisque dans Pragma, elle a quand même appris la rédaction web, de toute façon, et du coup de créer une identité commune à ces 2 activités, une marque qui les englobe toutes les 2. Et je pense que ça, c'est vraiment qu'elle a parfaitement compris ce que nous, on vend derrière Pragma. J'ai remis quelques visages parce que je trouve que c'est joli. Donc il y a plein d'autres élèves qui ont été certifiés récemment et qui sont dans différents corps de métier. Donc il y a des content managers, il y a une prof de FLE, il y a Aurélie avec la reconversion professionnelle. Notamment, elle accompagne les profs. Donc si vous êtes en période de doute, vous pouvez aussi parler avec Aurélie sur Discord ou faire appel à ses services. Et puis il y a Florence qui est très active sur Insta et qui est travel planner spécialisée dans le bassin méditerranéen. Donc vous voyez, il y a plein de possibilités en fait, parce que être indépendant, c'est pas forcément dans un métier numérique, mais par contre, quel que soit le métier choisi, le contexte de communication numérique, il est indispensable, et c'est ce qu'elles ont compris et ce qu'elles utilisent aujourd'hui.
Donc maintenant, vous avez vu que pour rejoindre Pragma, il n'y a plus de promo pendant longtemps. Donc si vous avez envie de rejoindre Pragma, c'est uniquement sur dossier. Donc si vous êtes intéressé, vous ne stressez pas trop avec cette demande d'inscription sur candidature. C'est un petit formulaire pour me dire où vous en êtes, quel est votre niveau de réflexion. Et ensuite, on s'appelle pour en discuter. C'est pas forcément que je vais sélectionner les profils sur un niveau d'exigence de compétences, c'est pas le cas, mais c'est pour voir s'il y a une réelle adéquation entre ce qui vous manque et ce qu'apporte Pragma, pour pas qu'il y ait d'abandon, de déception, et pour que ce soit fructueux pour tout le monde, que vous rejoigniez la formation. Donc je vous ai remis le petit lien pour celles qui veulent. Et je vous remercie d'avoir participé à ce live sur le sujet de la micro-entreprise.